Et ben c'est parti. Donc moi j'ai fait une très belle présentation, un peu comme j'ai fait la dernière fois. Donc je me suis pas cassé. J'ai fait des fichiers MD que j'ai mis dans un repo. Le repo LV Redis est public. J'avais envoyé le lien sur le Discord de Luge. Donc si vous voulez aller voir, poser des questions, faire ce que vous voulez. Vous téléchargez cloner le repo et puis utiliser le code qui est dans la démo que je vais présenter. Donc, rapidement, je me présente, je m'appelle Antoine Chalon, et vous pouvez me trouver sur LinkedIn et me contacter si vous voulez discuter. J'utilise LabVIEW depuis 2001, au début comme étudiant, et en 2005, je suis passé pro. Donc j'ai travaillé pendant 13 ans chez un intégrateur système suisse qui s'appelle Calimatest, ou maintenant c'est QMT. En 2019, j'ai quitté Calimatest pour aller travailler chez Zafiro, une startup qui est startup de l'EPFL qui est donc basée à Lausanne. Et on est actif dans le monitoring des systèmes de distribution d'électricité. Euh, donc voilà pour qui je suis. La présentation d'aujourd'hui. Donc le sujet c'est Redis, ou plutôt euh, comment utiliser Redis pour passer d'une application LabVIEW unique, un peu monolithique, à une liste de services indépendants. Donc c'est quelque chose sur lequel on a planché, enfin qu'on a mis en œuvre chez Zafiro. Donc déjà, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est Redis? Donc c'est une base de données NoSQL qui est en mémoire. Donc tout est stocké en RAM, ce qui permet d'avoir une faible latence et une grande rapidité pour peu qu'on ait, pour peu qu'on ait un réseau qui soit performant. Et donc, c'est idéal pour tout ce qui est mise en cache, pour les applications qui nécessitent de traiter beaucoup de données efficacement. Et donc, comme c'est du NoSQL, c'est basé sur un modèle clé-valeur. Et, un peu comme les dictionnaires dans Python. Et donc Redis est reconnu, donc c'est un projet open source aussi, et c'est reconnu pour sa capacité à gérer beaucoup de données de manière très rapide. Euh, les applications typiques de Redis, c'est des applications web haute performance pour la gestion de sessions ou le caching. Euh, c'est utilisé aussi pour tout ce qui est analyse de données en temps réel. Nous, chez Zafiro, c'est un peu de cette manière-là qu'on l'utilise. J'y reviendrai après dans la démonstration. C'est utilisé aussi beaucoup pour les applications qui font de la messagerie ou de la notification, pour la gestion de fuites d'attente ou pour les architectures publisher-subscriber. C'est utilisé aussi beaucoup, j'ai appris ça en faisant un peu de recherche, pour les applications de jeux en réseau et aussi pour les applications IoT. Euh, donc voilà, ça c'est juste pour des informations générales par rapport à Redis. Petit disclaimer rapidement. Euh, pour ceux qui avaient déjà vu ma présentation précédente sur comment faire des services avec la view sous Linux, euh, donc, nous, chez Zafiro, on utilise principalement Linux maintenant. Donc, pour faire tourner un serveur Redis, on a besoin d'une VM Linux. On a besoin, selon la taille de la mémoire qu'on va avoir besoin, on a besoin potentiellement sur cette VM d'avoir beaucoup de RAM. On a besoin, comme je l'ai dit, si on veut avoir des performances qui sont bonnes, d'avoir un bon réseau. Donc, ce qui est conseillé, c'est 1 giga. Si on peut avoir 10, bah, ce sera que mieux. Et comme toujours, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'utilise Perplexity AI pour m'aider à faire cette présentation. Donc, s'il y a des choses qui sont pas tout à fait vraies,
ne vous fâchez pas, c'est probablement pas ma faute, mais la faute de l'intelligence artificielle. Euh, donc, comme je disais, il faut une VM Linux. On peut utiliser, et c'est ce que je vais faire là dans la démonstration, une VM Linux installée en WSL, donc Windows System Mode Linux. C'est très pratique, j'utilise beaucoup et j'espère pouvoir faire bientôt une autre présentation sur ce sujet WSL, comment utiliser, etc. Donc les types de données qu'on a dans Redis, euh, enfin c'est assez limité. Donc on a des strings, on a des hashes. Donc pour expliquer ce que c'est un hash, c'est une collection de paires champs-valeurs, field value en anglais. Et donc, c'est ça qui fonctionne comme, un peu comme les dictionnaires dans Python. On peut avoir des listes, on peut avoir des sets, on peut avoir des sets classés. Et j'ai lu aussi, mais je ne l'ai jamais testé, on peut utiliser du JSON directement dans Redis. Il y a, je ne sais plus si je l'ai mis, j'ai dû le mettre quelque part, des liens sur le site ENI vers, oui, je mis là en bas. Il y a un lien vers le site ENI pour un toolkit Redis qui a été publié. Et il y a aussi plusieurs repos sur GitHub qui partent du toolkit qui a été publié sur le forum ENI et je crois qu'il y en a qui ont fait un paquet, un VIP qu'on peut installer avec VIPM pour pouvoir avoir la palette Redis et puis l'utilisation. Sur ce que j'ai vu, sur tous les toolkits que j'ai vus, c'est toujours du TCP encapsulé. La communication avec Redis, comme Redis souvent est sur une VM indépendante, à ma connaissance, le seul moyen de communiquer avec la base de données Redis, c'est du TCP. Donc c'est relativement simple et c'est facile s'il y a des fonctionnalités de Redis qui ne sont pas implémentées, c'est relativement facile de les ajouter. Donc, je reviens au sujet à l'idée de la présentation, c'est-à-dire, je pars d'une application. Au début, j'ai une application full LabVIEW. Donc, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple un peu schématisé de ce qu'on a fait chez Zafiro. On avait une application LabVIEW qui recevait en TCP les données de toute une liste de Compact Trio qui étaient connectés sur un réseau. Et donc, dans l'application LabVIEW, il y avait un module qui faisait la réception des données, le décapsulage au TCP de tout ce qui était envoyé par tous les Compact Trio. Un module qui faisait l'alignement temporel de toutes les mesures, parce que toutes les mesures qui étaient envoyées étaient horodatées. Et donc, le timeliner était là pour remettre classer toutes les données par timestamp. Ensuite, le timeliner stockait ça dans une map. Et on avait différents autres processus qui faisaient du traitement, de l'enregistrement, de l'affichage, etc. Et donc tout ça était dans une seule application LabVIEW. Et donc l'idée de cette présentation, c'est de voir comment on est passé de ça à quelque chose qui est beaucoup plus distribué et de dire, bah voilà, tous les Compact Trio envoient en TCP leurs données directement sur un serveur Redis. Et ensuite, bah, les données sont dans Redis. Tous ceux qui veulent peuvent y accéder. Donc, n'importe qui peut développer son application en Python, en Go, en LabVIEW, en ce que vous voulez, tant que vous avez accès à du TCP. Et donc, aller chercher les données qui ont été stockées dans la base Redis et en faire ce que vous voulez. Donc, potentiellement, de l'affichage avec LabVIEW, du processing en Python ou en Go ou en n'importe quoi d'autre que vous êtes capable d'utiliser.
Donc maintenant, je vais passer, je vais réduire ça et je vais passer sur la démo. Donc j'ai créé un petit projet LabVIEW. Donc j'ai créé en fait un module DQMH que j'ai appelé Reporting Device. Donc en gros, c'est pour simuler un compact Rio qui enverrait des données dans Redis. Donc tout ce que fait ce, ce module DQMH, c'est je lui dis, c'est un module clonable, donc je lance un certain nombre d'instances et chaque instance est paramétrée pour envoyer des données dans Redis. Donc là, j'ai un petit lanceur qui ne fait pas grand-chose, c'est juste il instancie dans une boucle un nombre de clones et d'EQMH, il leur donne à chacun la, la référence, enfin, l'adresse et le port pour envoyer ces données sur Redis. Donc à chacun, je lui attribue un device name et je leur donne une liste de mesures qu'ils doivent me générer. Donc là, je peux dire, je vais lancer trois clones qui simulent des compacts Rio. Le premier qui va m'envoyer toute une liste de température, le deuxième toute une liste de pression, le troisième toute une liste de distance. Et j'ai ouvert le même code. Donc là, je suis sur ma VM WSL qui tourne sur mon PC. Et lui, j'ai un autre lanceur qui fait exactement la même chose, mais qui va instancier seulement deux modules DQMH qui vont, eux, m'envoyer une liste de mesures différentes. Donc là, euh, donc j'ai cinq modules qui sont lancés, qui envoient tous avec une périodicité donc, que je peux choisir et un time to live. Je vais expliquer ce que c'est. Donc le time to live, c'est la durée de vie des données qu'on envoie dans Redis. Donc chaque module, chaque clone, ce qu'il fait, c'est que il envoie toutes les 100 millisecondes, il écrit euh, une valeur pour toutes les mesures que je lui demande, et à chaque fois, il met une durée de vie pour ces valeurs à 30 secondes. Et donc, il y a un outil Redis qui s'appelle Redis Insight, qui permet de se connecter à la base Redis et de voir tout ce qu'il y a dedans. Donc tout ce qu'il y a dedans, il y a des hashes, donc tous mes clones des QMH, ceux qui tournent sur la VM Linux et ceux qui tournent sur mon instance Windows, envoient à chaque fois, ils écrivent dans un hash. Donc le hash, il s'appelle à chaque fois mez, deux points, et le nom d'un timestamp. Le timestamp, c'est le redatage. Et donc, si je clique, alors comme j'ai indiqué, il y a une durée de vie, donc là, je dois de temps en temps rafraîchir et cliquer sur un hash qui est pas trop vieux, parce que j'ai mis un time to live de 30 secondes par défaut. Donc, au bout de 30 secondes, le timestamp qui a été créé là va être droppé par Redis. Et donc, quand je clique sur un timestamp, je peux voir toutes les fields et toutes les valeurs qui ont été mises pour ce timestamp. Donc ça, c'est un outil qui permet de débugger. Mais j'ai fait aussi avec LabVIEW un petit consommateur qui va se connecter à l'instance Redis, regarder toute la liste des mesures qui sont publiées par les différents clones. Et ensuite, je vais regarder, là j'ai un bouton qui me permet de scanner tous les timestamps. À chaque fois que je scanne, il regarde tous les timestamps qui sont disponibles. Donc ça évolue puisque naturellement, tous les clones envoient leur valeur toutes les 100 millisecondes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je peux sélectionner la liste des valeurs que je veux prendre. Et donc, pour chaque timestamp, je peux aller collecter les valeurs, enfin, toute la liste, pardon, de paires, champs et valeurs contenues dans ce timestamp. Donc, ce qui permet, c'est un peu le principe de dire, ben voilà, moi, je suis un consommateur, je me connecte à Redis,
je regarde toutes les mesures qui sont disponibles dans les hashes, et ensuite, bah, à moi d'aller voir à chaque fois la liste des timestamps et de collecter dedans à chaque fois toutes les mesures. Alors, il y a des fois, on voit sur les timestamps récents, il y a des mesures qui manquent. Ça, il n'y a pas une synchronisation temporelle très bonne entre ma VM Linux et mon Windows. Donc, c'est possible qu'il y en ait un qui ait déjà créé un hash et mis ses valeurs dedans et que les autres n'ont pas encore fait. Donc ici, j'ai classé en haut, c'est le hash le plus récent et en bas, les hashes le plus vieux. Et donc, si je change la liste de valeurs que je veux sélectionner, voilà, à chaque fois, je vais pouvoir avoir ce que je veux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, ben voilà, tous mes services sont indépendants et peuvent fonctionner sur des VM ou sur des ordinateurs qui sont connectés au réseau. Et donc, ils peuvent publier très facilement leurs données dans Redis grâce au système de hash et au fait qu'on met dans le nom du hash le timestamp. Ça fait l'alignement temporel automatiquement. Et, donc ensuite, bah, chaque consommateur peut dire, voilà, moi je suis intéressé pour avoir toutes les valeurs temporellement synchronisées par rapport à un timestamp. Donc voilà, j'ai fini pour la démo. Et s'il y a des questions ou s'il y en a qui veulent regarder le code, donc comme je dis, le code est disponible dans le repo public. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et si vous avez des questions, je vous en Ok, prie. merci Antoine. Il y avait Nicolas qui avait une question. Nicolas, je te laisse la poser. Oui, c'était par rapport aux performances. Du coup, là, ta base de données centralisée, elle est sur le réseau. Alors, je ne sais pas si tout tourne sur la même machine physique ou s'il y a plusieurs machines physiques différentes. Alors, Mais j'ai pas précisé, mais en effet, le serveur Linux, pardon, le serveur Redis est sur ma VM Linux, donc sur ma VM WSL Linux. Euh, sur ce setup-là, j'ai pas fait de test de performance. Ce que je peux dire en termes de performance quand on fait tourner ça sur des, euh, sur des VM sur AWS, c'est que typiquement chez des clients, on a une centaine, non, pardon, une centaine de Compact Trio qui envoient jusqu'à 100 frames par seconde et chaque frame peut contenir, disons, une trentaine de mesures. Donc 100 fois 30 fois 100. Et donc ça, c'est le nombre de mesures par timestamp. Et on met un time to leave sur nos instances Redis jusqu'à 1 heure. Donc, je ne vais pas faire le calcul de tête comme ça, mais et encore, nous, quand on a fait des tests de performance au début, on a multiplié par 100 pour la quantité de mesures. Et après, ce qui limite, c'est la rapidité du trafic TCP. Et donc, nous, on n'a jamais eu de problème de performance avec les nombres que j'ai cités. autant les performances en termes de bande passante, ça m'inquiétait moins parce que, comme tu dis, il y a des fois, tu peux avoir des réseaux qui sont vraiment bien dimensionnés, Mhm. gigabits, 10 gigabits, mais c'était Mhm. plus par rapport à l'aspect performance en latence. Euh, Enfin, si tu as un élément qui envoie de la donnée qui est consommée par d'autres, donc du coup, la latence sur tout ce circuit-là, bon, ben, elle est ce qu'elle Alors, est, mais des fois, je me dis si tu peux avoir toutes tes applications localement ou voire même sur la même machine physique, euh, oui, de venir gommer cette latence, quoi. oui, alors bien sûr, tu peux. C'est toujours l'aspect réseau qui va
qui va définir aussi qui va potentiellement limiter la latence. Après, nous, dans nos applications, les Compact Trio qui envoient les données dans Redis, ils sont déployés disons, un peu partout dans une ville, on va dire, ou dans une région qui peut être un peu plus grande. Et donc, en fait, souvent, ils communiquent en 4G. D'accord, ok. Ah oui, donc donc de la latence, on en a. Et en fait, on a. Là, j'ai quand même un peu simplifié par rapport à nos applications clients, mais la latence de chaque Compact Trio est cruciale et elle est monitorée. Et si jamais il y en a un qui commence à avoir beaucoup de latence ou du retard ou on commence à avoir du data loss, bah, on doit être capable de gérer le data loss. On gère le data loss et en gros, ce qu'on fait, c'est que les consommateurs, chaque consommateur a un max wait time. Et donc, en gros, il va dire, bah voilà, je veux traiter le timestamp X, je vais attendre maximum 100 ou 200 ou 500 millisecondes. Et si j'ai pas reçu toutes les mesures, tant pis. Je traite avec ce qui est disponible. Et là, c'est vraiment chaque consommateur, en fonction de ce qu'il veut faire, qui dit, oh bah, moi, je veux faire de l'enregistrement, donc ce qui est important, c'est d'avoir tout, je peux attendre. Ou alors, non, moi, je veux faire de la détection de faute, donc j'attends maximum 100 millisecondes et les données qui sont pas là, tant pis, je me débrouille sans. Ouais, bah, c'était pour ces problématiques-là, la dernière, la détection de faute. Ok. Exactement.